Bonjour, je m'appelle Karim Genouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec Dounia Boumehdi. Dounia, bonjour. Bonjour. Comment ça va Dounia? Très bien, merci. Écoute, merci beaucoup de me recevoir. Merci de m'avoir invité surtout. C'est un grand plaisir. Je vais essayer de te présenter rapidement. Tu es directrice générale de ITC Capital Maroc. C'est ça. Donc il y a la société gestionnaire des fonds Maroc Numérique Fund 1 et 2. Exact. Donc c'est un fonds institutionnel de capital risque, oui. Public-privé, exact. Spécialisé dans le domaine des nouvelles technologies. Majoritairement. On aura l'occasion de le spécifier par la suite. Très bien. Avec une vingtaine d'investissements, je crois. 17 avec le premier, 3 avec le second actuellement. Voilà. Et vous accompagnez des entrepreneurs et des sociétés à fort potentiel. Exact. Donc moi j'ai calculé que c'était des dizaines à centaines de millions de dirhams quand même. Oui. Avec effectivement des ambitions également à l'international. Exact. Alors les tickets de ce que j'ai vu d'investissement sont entre 1 à 10 millions. Oui. Pour une prise de participation de 10 à 40% sur un horizon de minoritaire, 3 à 5 ans. On dirait une participation minoritaire. Voilà, avec l'objectif d'une sortie exact. Au bout de ce terme, avec une revente à un tiers. Un tiers, fondateur ou autre. Très bien. Donc voilà l'activité. Avant de passer à notre petite conversation, je voudrais remercier Mariam Skhalaji, qui m'a soufflé ton nom. Oui. Et je voulais dire aussi, donc je vais faire un peu d'autopromo pour Génération Kairos. Donc c'est un podcast qui souhaite inspirer et encourager finalement la prise d'initiative et partager quelques clés sur l'art de saisir des opportunités. Okay. Alors bien entendu, cet art-là, il va se nourrir et prendre sa source dans différentes racines. L'excellence, l'obsession, le travail, la patience, la résilience, le talent, la prise de risque, le timing et bien entendu la chance. Toutes les valeurs que l'on retient, nous, dans l'étude d'un dossier. Voilà. Ok, c'est parfait. Et en fait, moi, j'ai retrouvé quelques-unes de ces valeurs dans ton parcours. Ouais. Et j'aimerais, c'est pour ça que je suis ravi de te recevoir, pouvoir en discuter avec toi. Donc, il y a l'excellence dans le private equity. Donc, c'est un milieu de la finance qui est très exigeant. Oui. Des personnes très intelligentes qui ont des modèles bien déterministes, compliqués. Quand je parle de modèles, c'est le modèle Excel, etc. J'y fais référence. Et qui ont l'art de faire dire aux chiffres ce qu'ils souhaitent. C'est le génie d'Excel, on peut lui faire parler, on peut le faire parler comme on le souhaite. Voilà. Alors donc, dans ce milieu-là, c'est un milieu où la compétence technique ne peut pas être feinte, la performance est modélisée, elle est presque prédictive et la réussite ne peut pas être simulée. Donc là, voilà vraiment le milieu dans lequel tu t'es distingué. Je voudrais juste amener une petite nuance. Aujourd'hui, nous, on est un fonds d'amorçage, donc on intervient vraiment en amont dans les projets qui sont présentés. Et au-delà de tous ces éléments que tu cites, il y a aussi le capital humain, nous qui est une part très très importante de notre business. C'est-à-dire on mise beaucoup parce que c'est de l'amorçage, des fois il n'y a pas grand-chose et on n'a pas de visibilité réelle sur les revenus futurs. Donc la qualité de l'équipe qui porte le projet est très importante dans l'analyse de nos dossiers. Alors bien sûr, mais là moi je parlais de ton parcours. Mais moi je te ramène. Alors je vais y arriver à cette dimension humaine, qui j'ai compris qui était assez chère. Oui. Donc alors deuxième élément, c'est que tu es une des rares rôles modèles au féminin au Maroc. Je ne sais pas si cette étiquette te convient. Il y en a pas mal. Donc il y a quand même que 3 femmes à la tête d'un fonds d'amorçage, si on prend que ce secteur-là. Oui, tout à fait. Et donc, tu es une de ces rares personnes-là, avec ta propre sensibilité, et certainement une source d'inspiration pour des jeunes filles ou jeunes femmes qui souhaiteraient imposer leur marque dans ce secteur. Oui. Et ensuite, tu es membre central et actif qui a vu la naissance et le développement de l'écosystème entrepreneurial et capital risque.
au Maroc, avec les structures d'incubation et d'accompagnement, d'accélération, est certainement une source d'apprentissage pour mieux comprendre et orienter des porteurs de projets d'aujourd'hui vers du financement. Et vous avez eu la chance vraiment de toucher, ou tu as eu la chance de toucher vraiment à plusieurs secteurs, la fintech, l'agritech, la marketplace, le gaming, le e-learning, et j'en passe. Et enfin, tu racontes que tu as trouvé ta vocation en 2011. Et ce que j'ai compris, c'est que tu ne voulais pas te cantonner dans un rôle d'actionnaire, mais d'aller plus au contact des entrepreneurs. Alors, tu as évoqué l'image de manager d'artiste, ce que j'ai vu. Et quand je dis au contact, c'est vraiment le bon mot, parce qu'il faut à la fois trouver les bons mots, les bons moyens pour les accompagner, mais aussi pour les aider. Oui. On rentre vraiment dans la psychologie, parce qu'aucun créateur ne ressemble à un autre. C'est clair. Et donc, des fois, j'imagine que tu as de belles histoires à raconter, sans trahir de secret, bien entendu, mais dire comment on arrive à orienter un jeune créateur d'entreprise vers la bonne ambition ou le bon discours. Et donc, avec ce rôle de mentorat, de conseil et de suivi. Et donc, tout cela, pour moi, a révélé chez toi un désir d'un plus grand impact. Oui. Au-delà de retour sur investissement. En fait, ça va de pair, hein. On ne peut pas dissocier les deux. Dans le métier actuel, vraiment, on ne peut pas dissocier les deux. Donc tu t'es investi dans cette direction. On est obligé de s'investir dans cette direction-là parce que c'est de l'amorçage, parce que c'est des personnes qui n'ont pas été dans l'entrepreneuriat tout le temps, qui ont peut-être switché du salariat, qui sont sortis de leur zone de confort. Donc il y a un accompagnement personnel qui est important et qui va de pair pour qu'ils se révèlent dans le projet qu'ils présentent et qu'ils aient toute leur potentialité pour y arriver. Très bien. Ben écoute, pour toutes ces raisons-là, je suis ravi de t'avoir, pouvoir en discuter. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Et vous avez partagé. Très bien. Ben, écoute, est-ce qu'on peut démarrer par... tu as grandi au Maroc ? Oui, alors moi en fait, j'ai fait un parcours pour moi qui est relativement classique, donc un bac D en mission française, donc... Par la suite, j'ai fait une école de commerce que j'ai complétée par 2 masters en finance à l'étranger. Et voilà, moi en fait, je suis, si tu veux, je suis un mix de la mission française, bande d'école française aussi, mais tout le primaire, je l'ai fait en école marocaine publique et privée. À Casa, tu as grandi à Casa ? J'ai grandi à Casablanca. Donc suite école de commerce, bon bien sûr, on est 94, donc après le bac, on se dirige naturellement vers ces voies-là parce que bon à l'époque il n'y avait pas 36 000 voies, il fallait être soit médecin, soit avocat, et moi c'était des métiers qui me plaisaient pas nécessairement, donc j'ai voulu m'essayer à ça. Et en parlant de rôle modèle, bon au début quand on démarre, bon, on est toujours attiré par des profils qui nous sont très proches. Donc moi on est une fratrie de 3 enfants, donc il y avait mon frère qui était déjà dans la finance. Il y a toujours cette envie de ressembler au plus grand pour passer plus de temps, pour essayer de s'en rapprocher le plus. Et donc j'ai embrassé naturellement cette orientation vers la finance. Donc j'ai commencé en banque d'affaires, la première banque d'affaires privée qui était Upline. Et par la suite, donc j'ai rejoint CDG Capital pour être dans l'équipe de fonds de capital développement, où j'y suis restée pendant 7 ans, un petit break de 2 ans. Alors, sans vouloir t'interrompre, oui. Tu vas un peu trop vite, mais tu pars directement, c'est ça, dans cette carrière de finance, mais est-ce que tu peux juste te remémorer ? Est-ce que tu avais, je ne sais pas, des désirs, des aspirations de cet âge-là, tu vois, et que tu retrouves aujourd'hui ? Honnêtement, on ne va pas se raconter d'histoire. Quand on démarre ce genre de choses, et quand on va sur la finance, on n'a pas réellement une grande visibilité sur la suite. C'est juste que peut-être que moi je suis de nature très pragmatique et cartésienne, donc les chiffres m'ont toujours plu, et le fait qu'on ait des choses tangibles et des choses que l'on peut prévoir, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Donc ça a été vraiment une voie naturelle. Après j'ai découvert, honnêtement, moi j'ai commencé en banque d'affaires et j'ai commencé à découvrir l'activité de private equity parce que au sein de cette banque d'affaires,
j'ai assisté à la naissance d'un des premiers fonds technologiques de private equity qui était à l'époque Upline Technology. D'accord. Et donc, j'ai commencé à participer un peu avec les équipes sur l'étude de dossier. Et déjà, c'était un métier qui me plaisait. Donc, on n'était pas dans le corporate classique. Donc, il y avait des due deals, il y avait tout cet aspect technique qui se faisait. Mais il y avait quand même une rencontre avec les fondateurs pour voir ce qu'ils devaient faire de leur projet, comment l'entrée d'un fonds peut changer la trajectoire de leur parcours professionnel. Donc, cet accompagnement avec impact commençait à déjà à être perceptible. Donc par la suite, ça s'est largement avéré quand j'ai rejoint les équipes de CDG Capital, donc là où c'était plus des fonds de capital développement. C'était un peu autre chose parce qu'on intervenait dans des choses qui étaient beaucoup plus structurées. Et en fait, le fonds n'était vraiment qu'un vrai accélérateur pour des expansions à l'international. C'est vrai que c'était plaisant parce que c'est des secteurs d'activité différents, des équipes managériales différentes. Mais c'était vraiment dans des choses structurées où tout était là. Et en fait, l'apport d'un fonds était vraiment financier et était relatif au métier. Il n'y avait pas vraiment un accompagnement des équipes managériales, à part quand il y avait des opérations de transition ou de transmission familiale dans le financement de certains projets. Donc, quand moi, j'ai fait ce break-là, après 7 ans à CDG Capital, j'ai quitté le Maroc pendant 2 ans. Et donc, je reviens... Excuse-moi, pourquoi tu étais déjà rentrée la première fois ? La première fois, je suis rentrée naturellement parce que moi, je suis quelqu'un qui est très famille. Et le fait de rester proche de ma famille était quelque chose qui avait du sens. Ça a toujours été comme ça. Et c'est vrai que je n'avais pas envisagé de faire une... Tu rentrais directement ? Je suis rentrée... En fait, après, j'ai fait l'échange, donc je suis rentrée directement et après, je suis repartie. Après mon master pendant 2 ans, je suis revenue. Et donc, j'avais fait déjà mon stage en banque d'affaires et c'est là où j'avais eu mon premier job à cette même banque d'affaires-là. Et donc, moi, le retour au noyau familial est quelque chose qui est très important. C'est ce qui me permet vraiment de me recentrer et j'ai besoin de ça pour avancer. Peut-être que les choses auraient pu se passer différemment si j'étais restée là-bas, mais moi j'ai besoin d'être ancrée dans ma famille pour avancer. Donc l'option de rester à l'étranger m'avait un peu effleuré l'esprit parce que tout le monde me disait que c'était important, qu'il fallait y passer, que faire ses premières armes à l'étranger était bien, mais j'ai suivi mon instinct et j'ai préféré rentrer. Et donc je vous disais donc là il y a le retour après un petit break de 2 ans à l'étranger où j'ai dû quitter le Maroc parce que mon mari avait eu de nouvelles positions à l'international et pour moi c'était bien de faire cette coupure là. Et d'ailleurs, j'étais enceinte de mon 2e enfant, donc tout était là pour faire un petit break. J'ai fait ça pendant 2 ans, et puis après, il fallait que je rentre. Au bout d'un moment, on a besoin de revenir à la vie active. Et donc, je reviens au Maroc, et je voulais pas revenir de toute façon, c'était pas une option de rejoindre le poste là où j'étais. Et de toute façon, c'était pas l'objectif. Et j'avais voulu refaire du private equity, mais de façon différente. C'est-à-dire, moi, j'étais sur la partie développement et c'était à l'époque où cet accompagnement et le début de l'entrepreneuriat commençait à faire son apparition au Maroc. Et donc, je me disais que ça serait bien de faire partie de ce début d'expérience. Et c'est là où j'avais postulé de la façon la plus naturelle. J'avais envoyé à pas mal de fonds d'investissement d'amorçage risque. Et donc, j'avais envoyé à MNF. C'était vraiment un envoi de façon très classique. J'avais postulé sur LinkedIn. Et j'ai été appelée quelques jours après pour passer les entretiens. Alors, postulé auprès de qui ? Alors, en fait, il y avait une annonce qui a été publiée sur LinkedIn par l'ancien directeur général du fonds. D'accord. Et moi, je suis tombée par hasard sur cette annonce-là qui m'avait plu. Et donc, j'ai postulé et j'ai été appelée quelques jours après. Et les choses se sont faites très naturellement. Donc, j'avais rencontré cet ancien directeur général de fonds. Après, j'ai rencontré le président de ce fonds-là. Et j'ai dû rejoindre la structure peut-être 2 semaines plus tard. Et donc le fonds, il avait quel âge ? Il démarrait. En fait, il venait d'être créé. C'est-à-dire la structure juridique du fonds et de la société de gestion était mise en place. Et on était en train d'étoffer les équipes pour lancer les opérations. Et je pense qu'il y avait déjà 2 investissements de fait.
D'accord. Donc, c'était vraiment le début de l'aventure. Et moi, ça me plaisait de rejoindre cette expérience-là au tout début et de rejoindre le métier que je savais faire, mais d'une façon différente, beaucoup plus en amont de ce que je faisais, de ce que j'avais fait pendant pas mal de temps. Très bien. Donc, je rejoins la structure en 2011. Et puis, 2 années plus tard, donc je découvre aussi un métier parce que moi, je n'étais pas du tout très tech. Donc, je découvre aussi la technologie, les technologies de l'information, surtout au Maroc. Et je me rappelle, c'était un point que j'avais évoqué pendant l'entretien où je leur disais, moi, j'étais toujours sur des secteurs très généralistes et on n'a jamais vraiment été spécialiste de niche. Et ce secteur-là, je n'y connaissais pas beaucoup. On m'a dit, de toute façon, tu vas apprendre sur le tard, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, on a le droit d'apprendre pendant sa carrière. C'est exactement. Et moi, je n'y connaissais pas du tout à ce secteur-là. Et puis, c'est vrai que c'est un secteur qui bouge beaucoup. Et au tout début, il n'y avait pas grand-chose, ce qui fait que j'ai vraiment appris sur le tard en fonction des dossiers que l'on a reçus. Et donc, voilà, on a fait pas mal d'investissements. Je pense qu'on a dû faire 6 investissements la première année parce que il y avait déjà cette appétence par rapport à ce type de financement. Et puis en 2013, je pense fin 2013, donc ce DG-là est appelé à d'autres fonctions, donc il a voulu mettre le cap sur autre chose. Et puis on me propose, peut-être pas naturellement, mais on me dit voilà, il y a une ouverture de poste et est-ce que ça te dit de prendre les rênes du fonds? Et donc c'est comme ça que voilà, donc on a repensé la stratégie à ce moment-là parce qu'il fallait que je sois bien sûr challengée sur comment je voyais le fonds pour les 3 ou 4 prochaines années. Donc, mais alors, dans quel état d'esprit es-tu? Est-ce que tu es débordante d'ambition, tu dis de confiance, et tu dis je suis la meilleure personne, ou est-ce qu'il y a quand même un peu de doute? Il y a toujours une composante doute, mais il y a aussi cet aspect challengeant où je me disais, c'est une opportunité vraiment à saisir et il faut y aller. Mais je ne vous cache pas qu'il y a toujours cette petite composante de doute où on se demande est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais être... Enfin, j'ai pas douté pour savoir est-ce que j'étais la bonne personne. J'étais persuadée que j'avais les compétences pour faire ce poste-là. Mais je pense que j'ai eu l'occasion de le dire dans pas mal d'interventions que je faisais. C'est un métier qui est très, très masculin. Et moi, je connaissais déjà les administrateurs, les actionnaires auxquels on avait affaire. Et on sentait quand même... Il y avait peu de femmes. Il n'y avait pas de femmes. C'est-à-dire même dans l'équipe de gestion à l'époque, j'étais la seule femme. Okay. Et donc, on sentait quand même ce poids très, très masculin, qui est attrait au métier. Donc, c'était pas nouveau, mais bon, c'était une pression supplémentaire. Donc, j'ai fait le taf, j'ai présenté la stratégie qu'il fallait. Ils ont été en confiance par rapport à ce que j'ai présenté. Et donc, l'aventure a commencé en 2014. Mais voilà, il y a bien sûr cette composante travail où, comme c'est une nouveauté, parce que à l'époque, on n'avait pas l'habitude d'avoir des femmes à la tête de fonds, enfin, du moins au Maroc, à la tête de fonds d'investissement. Donc, il fallait travailler davantage pour les conforter dans leur choix, pour leur dire, voilà, vous n'êtes pas planté, finalement, vous avez misé sur la bonne personne. Et bien sûr sur la durée, parce que eux, ils me connaissaient en tant que directeur investissement, mais il fallait leur montrer que, en termes de capacité managériale, je pouvais faire le taf et j'étais également la bonne personne. Donc il fallait conforter ces personnes que j'avais autour de moi et les apaiser par rapport à leur choix. Et donc il y a une composante travail importante. D'accord. Composante travail vis-à-vis d'eux, parce que c'est une gouvernance quand même qui est assez stricte. Et aussi par rapport aux entrepreneurs, parce que je ne vous cache pas que même les entrepreneurs marocains, les hommes entrepreneurs, aussi n'étaient pas très habitués à avoir des femmes en face quand ils venaient présenter leur dossier. Alors raconte-nous comment ça se passe, si tu permets, 2011, 2012, comment arrivaient ces premiers dossiers et du coup cette approche de l'entrepreneur fonds. Comment est-ce passé pour justement pouvoir ressentir un peu ce Alors feeling. En fait, nous on a un process qui est très clair. Déjà, on a un trafic naturel que l'on recevait parce que on est basé au sein du Technopark, donc il y avait quand même à l'époque pas mal de choses qui se passaient au Technopark. Il y avait quand même les
principale composante de l'écosystème était basée au technoparc. Donc, il y avait quand même un trafic naturel qui était reçu. Et nous, déjà à l'époque, on proposait des soumissions en ligne. Donc, on recevait beaucoup de dossiers en ligne qu'on scannait, qu'on filtrait. Et puis, une fois qu'on sentait qu'il y avait une opportunité qui pouvait être intéressante pour le fonds, et bien à ce moment-là, on recevait les entrepreneurs. C'est-à-dire, il y a un premier scan qui se fait en ligne, et puis après, il y a des réunions physiques qui se font avec les entrepreneurs. Et donc, en ligne, bon, voilà, tout se passait très correctement, mais on sentait quand même, très peu, c'est-à-dire, je ne vais pas tomber dans des clichés ou stigmatiser ou quoi que ce soit, mais on sentait quand même que quand on avait des hommes en face et qui devaient être reçus à la première séance, donc voilà, ils se posaient la question. Il y en a même qui disaient clairement qu'ils n'étaient pas habitués. C'est ça, il y en a même qui que ça bousculait, d'autres qui n'étaient pas très à l'aise, qui leur faisaient quand même un petit moment pour être vraiment dans le truc. Donc voilà, donc ça a été un travail à faire au quotidien, à les mettre à l'aise, à recadrer ceux qui devaient être recadrés gentiment. Et puis après, je pense que les choses se sont fait plus naturellement. Et même il y a eu aussi le fait qu'on recevait aussi des entrepreneurs un peu plus éduqués, d'un niveau d'éducation assez élevé et assez correct pour comprendre que voilà, c'est pas une fonction de genre, qu'on pouvait avoir des hommes, des femmes, et puis au final que les choses se passaient bien. Ok. Donc là, c'est tes premiers contacts, c'est ça, avec les entrepreneurs, et tu prends la tête du fonds. Exact. Qu'est-ce qui va finalement, parce que tu as dit que toi-même tu avais proposé la stratégie du fonds, d'une part, qui a été approuvée, d'autre part tu avais l'écosystème marocain qui change, qui bougeait, et là qui s'accélère, mais qui changeait déjà à l'époque. Et moi, ce qui m'intéresserait là-dedans, c'est dans ces tendances, c'est comment c'est opéré, comment s'est transformée cette relation avec les entrepreneurs, ou plutôt comment s'est transformé l'apport du fonds. C'est-à-dire, peut-être qu'au départ, il y avait juste cette capacité d'analyse, c'est ça, du dossier, puis de son approbation. Après, est-ce que ça a évolué petit à petit? En fait, il n'y a pas... Vers une approche plus humaine. Comment je vais vous expliquer ça? Moi, je n'ai pas transformé le métier. C'est-à-dire, il y avait déjà des process qui étaient mis en place, donc que j'ai peut-être amélioré, où j'ai établi un peu plus de proximité. Parce que dans les premiers investissements, et peut-être même sur les premiers échecs que l'on a fait sur les premiers investissements, donc on s'est rendu compte qu'il faut vraiment mettre en place beaucoup d'accompagnement de proximité. Et je vous parle d'une époque où nous, on intervenait, il n'y avait pas de structure d'accompagnement. Donc c'est-à-dire des fois, on tombait sur des super idées qui sont portées par des super fondateurs, mais que les briques autour n'étaient pas encore complètes. Donc quand on parle de structure d'accompagnement au pluriel, c'est tous les fonds d'incubation? Pas les fonds, les structures d'accompagnement, c'est-à-dire tout ce qui était incubation, accélération. C'est-à-dire elles n'étaient pas encore là à l'époque. Il y en avait quelques-unes, mais aussi qui se cherchaient et qui cherchaient le modèle et qui étaient aussi au commencement. Mais nous, on s'est rendu compte que cette partie d'accompagnement vraiment de proximité était hyper importante. Parce que il fallait les sensibiliser au fait d'avoir une structure complémentaire, où des fois on avait des fondateurs qui avaient la super idée, mais qui se disaient qu'ils allaient faire tout. Alors que dans le succès d'un projet, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout maîtriser. Il faut savoir s'entourer. Donc, c'est des choses qu'on introduisait vraiment au fur et à mesure dans le travail que l'on faisait, pour faire un point sur la structure, pour faire un point également sur l'exercice financier, parce que aussi à l'époque, la sensibilisation par rapport à la présentation financière de projet n'était pas vraiment à son top. Donc on faisait vraiment un travail, si vous voulez, le travail d'incubateur et d'accélérateur qui finalement n'était pas le nôtre, on le faisait à l'époque parce qu'il n'y en avait pas assez. Il y avait, je pense, à l'époque que le réseau Entreprendre Maroc qui était là. Il y avait aussi le Centre marocain d'innovation également qui était présent. Mais bon, c'était que de structures, mais il fallait dupliquer les expériences. Et des fois, on recevait des dossiers qui n'étaient pas passés par ces structures-là. Donc, charge à nous de compléter ce travail d'accompagnement que l'on devait faire.
Bon, on continue à le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus de structures d'accompagnement. Nous, entre-temps, on a industrialisé nos process. On s'est également formé avec eux. Donc, même la relation est devenue également beaucoup plus fluide avec les entrepreneurs. Et donc, finalement, aujourd'hui, on est content du travail qui a été fait et on apprend encore, c'est clair, et on est content de tous les challenges qui nous attendent avec ce deuxième fonds. Alors finalement, tu dirais, qu'est-ce qui a changé entre le MNF1 et le MNF2 ? Pas mal de choses, honnêtement, parce que quand on lance un fonds, bon, on sait que c'est un fonds de capital risque, mais c'est-à-dire on n'a pas encore digéré les échecs. Et donc nous, quand on avait lancé le fonds, donc on investissait, tout allait très bien. Et puis après, bon voilà, comme je vous disais tout à l'heure, Excel, on peut lui faire dire tout ce que l'on veut. Après, il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Il y a des entrepreneurs qui peuvent partir en vrille, il y a des données marché qu'on n'imaginait pas. Par exemple, des grosses structures qui arrivent sur le marché international qui ont beaucoup plus de capacités financières que le fondateur que le fondateur et le fonds que les actionnaires et que nous, on n'arrive pas à suivre. Donc, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Il y a par exemple le fait que l'on ait des entrepreneurs peut-être qui n'étaient pas totalement dédiés aux activités qu'ils faisaient. Donc ça aussi, c'est des choses que l'on a verrouillées dans le second fonds. Donc finalement, c'est des échecs qui nous ont servi, sur lesquels on a capitalisé, et donc on a appris avec. Et donc dans le second fonds, c'est des choses que l'on a fait différemment. Et moi, cette notion d'échec, pour moi, est très importante parce que si on fait ce métier-là, c'est pour en faire. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de dire, voilà, on a investi dans une telle participation et ça n'a pas marché. Alors, juste pour comprendre et bien toucher du doigt ce que tu dis, quand on parle d'échec, c'est on a mis un ticket de ce qu'on disait peut-être, disons 1 million. On met un ticket, quelle que soit la taille. Quand c'est la perte, c'est de la perte sèche. Voilà, donc c'est vraiment de la perte sèche. Oui, il ne faut pas le prendre personnellement. Du tout. C'est ça. Oui. Donc, c'est pour faire toucher du doigt vraiment c'est important. C'est important de nuancer. Il y a eu des échecs qui ont été faits où il y a eu des pertes d'investissement. Bon, des fois, c'est vrai que on a peut-être perdu la mise totale. Des fois, on n'a pas fait de plus-value, c'est-à-dire on n'a récupéré que notre ticket. Et c'est des choses qu'il faut intégrer. Parce que dans ce type de fonds, ce qu'il faut comprendre, c'est très mathématique. C'est-à-dire on ne fait pas 20 investissements pour avoir 20 pépites. Autrement, tous les fonds de capital risque auraient carburé depuis très longtemps et tout le monde aurait eu la recette. Et voilà, il n'y aura pas de mystère dans le métier. Mais il faut en faire peut-être 10 et avoir 2 qui vont récupérer toute la casse qu'il y a eu sur les autres. Et du coup, et quand je vous dis mathématiques, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire, il faut en faire beaucoup pour avoir ces pépites-là. Et c'est nous, la chose à laquelle on a été confrontés, c'est qu'on avait un fonds avec une taille capée d'investissement et on était les seuls. Donc, quand on recevait beaucoup d'entrepreneurs et qu'on faisait nos travails de scan, bon, bien sûr, il y a des entrepreneurs qui n'étaient pas contents parce qu'ils n'étaient pas satisfaits ou là, ils n'avaient pas eu le ticket qu'ils voulaient. Et on a eu à gérer aussi cette partie-là parce que on a eu des détracteurs, des entrepreneurs qui n'étaient pas contents, qui ont peut-être cassé du sucre sur le fond. Mais c'est quelque chose qu'on intègre et qu'on comprend. On était le seul fonds et on pouvait pas satisfaire l'ensemble des entrepreneurs. Et c'est là où est arrivée cette initiative d'Innovinvest de la CCG qui a fait qu'on a multiplié les fonds. Donc du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses qui se passent, beaucoup plus d'entrepreneurs servis. Et puis, voilà, les risques sont dilués. Voilà, enfin, ça bouge. Exact, ouais. Elle est intéressante, cette notion de risque. Comment tu arrives à évaluer, sans rentrer dans les critères financiers, mais c'est tout un art de bien apprécier le risque. Comment toi, tu le définis ? Moi, ce que je fais, c'est qu'on essaie d'avoir des risques maîtrisés en fonction des données que l'on a à cet instant T. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on a une opportunité d'investissement, on essaye d'évaluer, comme je vous ai dit, nous, la composante fondateur et la composante humaine est très, très importante. Donc, on essaie vraiment de passer beaucoup de temps avec le fondateur, savoir s'il maîtrise son projet, valider aussi la technicité et la robustesse de la plateforme qu'il présente, voir si l'équipe est complémentaire, si les choses se passent bien déjà en interne. Et après, on évalue le marché. Bon, généralement, on n'est pas toujours dans de l'exceptionnel. C'est-à-dire,
nous, ce qui nous aide aujourd'hui, c'est-à-dire quand on dit que la rupture d'innovation est importante. C'est-à-dire, on réinvente pas la roue, il faut arrêter de dire qu'on mise sur des choses qui se sont jamais passées. Oui, c'est pas des innovations. C'est pas des innovations, c'est des choses qui existent certainement à l'international et qui ont été adaptées localement par rapport à la culture marocaine, par rapport au marché marocain. Donc on a toujours un peu ce benchmark et cette avancée de comment le dossier pourrait évoluer parce qu'il y a des tendances à l'international qui se sont confirmées ou qui ont prouvé que ce concept-là marchait. Donc on se dit qu'avec la conjugaison de tous ces facteurs-là, il y a toujours, on est sur des risques maîtrisés, plus ou moins. Mais on n'est pas sur une totale maîtrise de risque. Parce qu'autrement, ce métier, encore une fois, n'existerait pas et il n'y aurait pas eu de la casse. Et ce que je dois peut-être souligner, c'est que vous, au moins, vous prenez le risque. Eh bien oui. C'est ça. Et c'est très bien de le dire parce que nous, au moins, on prend le risque. Voilà. Et peut-être que d'autres structures ne le prennent pas. Mais nous, moi, je pense que MNF a été quand même très précurseur parce qu'il a été dans ce métier-là bien avant tout le monde. C'est vrai que c'était quand même un partenariat public-privé. Ça a été la genèse à l'époque de Sichemi, c'est lui qui avait lancé ce fonds-là avec Monsieur Balafrège aussi qui était à la tête du Technoparc. Donc on a été précurseur et c'est vrai que des fois on peut être précurseur même dans les opportunités d'investissement où l'on va. Et des fois, on s'est rendu compte que le marché n'était pas prêt. Mais vous savez, c'est pas des choses que l'on prévoit à l'avance. Oui. Il faut se lancer pour évaluer vraiment concrètement le risque. Très bien. Parce qu'au début, on n'a pas toutes les données pour l'évaluer. Tout à fait. Et une étude de dossier jusqu'à la prise de décision, ça prend combien de temps à peu près ? Et on a été précurseur même sur ça. Moi, j'insiste pour le dire. C'est que peut-être au tout début, on a mis des process tels que de bout en bout, c'est-à-dire du premier contact jusqu'au déboursement des fonds, on est sur une moyenne de 4-5 mois. OK. Et c'est quand même un bon benchmark, on va dire. C'est un bon benchmark et c'est très louable et c'est très correct comme délai. Si vous voulez, pour avoir un benchmark dans des fonds de capital développement, par exemple, on peut être sur des études de dossier ou sur des délais d'études qui peuvent aller jusqu'à 12-18 mois. Okay. C'est beaucoup plus long. Mais là, nous, on a intégré le fait qu'on a affaire à des startups qui n'ont pas les reins solides pour tenir très longtemps. Et c'est un marché où c'est à celui qui ira le plus rapidement. C'est-à-dire cette avancée est importante. C'est-à-dire c'est celui qui va aller le plus rapidement et qui prendra de l'avance, qui pourra faire la différence. Donc c'est quelque chose que l'on intègre également dans les process, qui fait qu'on est sur des délais de réponse qui sont très, très courts et très corrects. Très bien. Alors, donc, il y a MNF2. MNF2 a démarré en 2018, je crois. MNF2 a été closé en 2018 et a démarré raisonnablement ses investissements il n'y a pas longtemps. Il faut dire qu'on a commencé l'étude des dossiers à cette époque-là, donc il y a quand même un travail de scan, de réception de dossiers, de présentation de dossiers au comité. Et puis là, donc on a closé nos premiers investissements. Alors on a closé les 2 premiers pendant le confinement et le dernier, là, il n'y a pas longtemps. Très bien. On va en parler peut-être un peu plus tard. Ouais. Mais avant, j'aimerais bien aussi retourner sur cette phase de transition du secteur de capital risque dans son ensemble. Tu parlais de la CCG tout à l'heure, c'est ça ? Quels sont comment le marché un peu a évolué entre 2016 et avant l'accélération Covid ? Alors, parce que est-ce qu'il y a eu... Moi, j'aimerais premièrement savoir, est-ce qu'il y a beaucoup plus de velléité d'entrepreneuriat chez les jeunes au Maroc ? Tiens, c'est une question, par exemple. Est-ce qu'on ressent ce changement de culture ? Et donc, est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent prendre le risque pour se lancer ? Tu vois, ce type de... Alors, en fait, au début, nous, quand on a commencé nos opérations, il y avait des structures qui étaient là, des structures d'accompagnement, et je veux insister sur ça, qui ont fait un travail de sensibilisation et d'éducation de marché impressionnant. Donc à l'époque, il y avait le réseau Maroc Entreprendre, il y avait Startup Maroc, il y avait le Centre marocain d'innovation, je pense, et alors je me rappelle plus c'est quoi c'est les 3 structures moi avec lesquelles j'étais le plus en contact. Et ces structures-là, si vous voulez, ont balayé le terrain pour les prochaines. C'est-à-dire elles ont fait vraiment un travail colossal de sensibilisation et surtout Startup Maroc. Parce que Startup Maroc, en fait, qu'est-ce qu'elle faisait ? En fait, elle faisait des appels à manifestation de projets et elle recevait les jeunes
entrepreneurs. C'est-à-dire c'était des jeunes qui étaient encore sur des bancs d'école et elles faisaient des bootcamps à l'époque. C'était totalement innovant. Ça ne se faisait pas au Maroc. Et donc, il y avait un accompagnement de 3-4 jours et après un pitch des entreprises qui ont été sélectionnées. Et c'était des choses qu'ils faisaient vraiment à grande échelle et dans toutes les villes. Et nous, on a travaillé beaucoup avec l'équipe de Startup Maroc et ils ont fait une éducation des entrepreneurs à cette velléité d'envisager à la sortie d'école autre chose que le salariat. C'est-à-dire elle a nourri cette volonté d'entreprendre et moi je pense qu'elle a fait vraiment ils ont fait un travail ils ont fait grandir les jeunes qui étaient sur les bancs d'école et qui sont peut-être aujourd'hui des entrepreneurs. Donc il y avait quand même un petit noyau qui a fait pas mal de choses par rapport à la sensibilisation au code, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la façon de monter les projets, par rapport à l'éducation de pitcher et par rapport au fait, et c'est ça qui était très important et c'est ça qui a nourri cette nouvelle génération d'entrepreneurs, que on ne pouvait pas tous être salariés au bout du compte à la sortie d'école et que c'était important d'aller vers des choses d'entrepreneuriat. Et c'était vraiment une éducation qui manquait à l'époque dans les bancs d'école et dans les universités et qu'eux ont initié. Et ça a été bien fait et ça a été réussi et nous, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on a vraiment assisté à un changement de mindset des entrepreneurs. C'est-à-dire autant, si vous voulez, au début, on recevait des gens qui ont rêvé l'entrepreneuriat, c'est-à-dire voilà, ils ont une idée, mais finalement ils n'ont rien du tout, et qu'avec ces structures d'accompagnement qui étaient à l'époque présentes, le changement a commencé à s'opérer, et donc on recevait des entrepreneurs qui étaient beaucoup plus sensibles à l'entrepreneuriat, beaucoup plus qui arrivaient à se projeter déjà pour voir ce qu'ils allaient faire de leur projet sur les 3-4 prochaines années, qui avaient des connaissances financières, parce que généralement ils n'ont que des connaissances techniques, il n'y avait pas tout le reste qui était autour. Donc, ils ont fait quand même une éducation de marché qui nous a, beaucoup aidés. Et par la suite, donc, il y avait d'autres structures d'accompagnement qui sont venues. Et avec l'Innov Invest, donc là, ça a été, pour moi, ça a été l'explosion parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'incubateurs, beaucoup plus d'accélérateurs. Et on a cette idée de structure d'accompagnement labellisée. Alors, tu peux nous expliquer, s'il te plaît, justement, ce dispositif Innov Invest, qu'est-ce qui permet que... Alors, Innov Invest... n'était pas possible avant. Innov Invest en fait a augmenté les opportunités, c'est-à-dire elle a permis la mise en place de nouveaux fonds d'investissement, donc beaucoup plus d'argent à mettre. Dans le même métier, donc. Oui, c'est-à-dire en capital amorçage. C'est-à-dire l'Innov Invest a été pensé pour l'amorçage risque. Donc c'est 3 fonds qui ont été sélectionnés pour accompagner les entrepreneurs sur cette phase-là d'amorçage risque, avec des tickets qui sont similaires aux nôtres, qui vont de 1 à 10. Mais ce qui est bien et qui a été bien pensé par la CCG, et d'ailleurs qui a été monté en concertation avec tous les acteurs de l'écosystème, c'est qu'ils ont mis en place des structures d'accompagnement qu'ils ont dotées financièrement, peut-être pas assez, mais c'est un premier essai, ils les ont dotées financièrement, pour accompagner les entrepreneurs, les former, leur faire une accélération pendant 3 à 6 mois, pour que à terme, ils puissent lever des fonds. Donc si vous voulez, c'est quelque chose de circulaire qui a été pensé. Donc, si vous voulez, les entrepreneurs devaient arriver aux structures d'accompagnement, faire l'accompagnement nécessaire, être accompagnés avec une première sélection de ces incubateurs accélérateurs qui sortaient les meilleures startups qu'ils avaient reçues pour permettre à ces entrepreneurs-là d'être présentés à des fonds d'investissement. Idéalement, c'est 3 fonds d'investissement. Donc, si vous voulez, c'est circulaire et l'un se nourrit de l'autre. Donc, nous... ce qu'on souhaite, aujourd'hui ça commence à être fait, c'est qu'on en sorte beaucoup plus de ces structures d'accompagnement pour qu'il y ait beaucoup plus d'investissement de notre part. Aujourd'hui, ce n'est pas notre seul canal de sourcing parce que maintenant il y a un peu plus de compétition. Donc, pour se démarquer, nous, on n'est plus les seuls. Donc, il y a 2 autres fonds. Donc, il faut quand même aller chercher la pépite. Donc, il y a aussi une démarche volontariste qui se fait aujourd'hui, qui n'était pas très présente ou très active quand on est un seul opérateur sur le marché, mais que là, on a activé parce que c'est la recherche de la pépite, c'est la recherche de la meilleure entreprise. Nous, on est un fonds spécialisé. Les autres fonds sont des fonds généralistes, donc rien ne les empêche d'aller sur notre métier à nous. Donc aujourd'hui, nous, on fait un travail qui est un travail plus important de démarche, d'aller vers les entrepreneurs, parce qu'il y a aussi parfois ce manque d'information. On a des entrepreneurs qui sont brillants,
qui ont des sociétés qui fonctionnent très bien, mais qui n'ont pas ce réflexe d'ouvrir leur capital. Donc cela, il faut aller vraiment les chercher. Et aujourd'hui, c'est ce travail-là qu'on est en train de faire sur MNF2. D'accord. Alors comment vous le faites, ce travail-là? Par quelles actions, quel type d'actions Quel type d'action? C'est être à l'affût, c'est être toujours connecté au secteur, voir les choses qui se font, voir les sorties presse des entrepreneurs qui se font, aller faire aussi des appels à manifestation d'intérêt. C'est quelque chose que l'on a fait aujourd'hui. Au début, on ne faisait pas des appels à projets. D'accord. On était vraiment sur des choses qui nous étaient référées, sur des démarches où nous on allait les chercher. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on a testé sur MNF2, c'est qu'on fait des appels à projets. Donc, on reçoit énormément de projets. C'est des choses que l'on fait en ligne. Et nous aussi, on sélectionne parmi 15 ou 20 entreprises que l'on reçoit, les meilleures qu'on va décider d'accompagner. D'accord. Et je me pose la question, est-ce que les entrepreneurs marocains qui sont à l'étranger, est-ce qu'ils sont... et qui veulent bien entendu entreprendre au Maroc, des jeunes, on peut penser à des jeunes étudiants... qui ont des idées pour leur pays d'origine. Aujourd'hui, la diaspora est clairement une cible que nous, on privilégie. D'accord. Pas qu'on privilégie, mais c'est-à-dire à laquelle on s'intéresse beaucoup plus que le premier fonds. Parce qu'il se passe énormément de choses à l'étranger, d'entrepreneurs marocains qui veulent rentrer, mais qui ont peur de rentrer. Donc ça aussi, c'est vraiment un gros travail que l'on fait en étant en connexion avec des plateformes étrangères, avec des accélérateurs étrangers, qui également nous réfèrent des dossiers pas mal, en participant également au mentorat ou à des séances de pitching d'accélérateurs à l'international, qui nous permettent de ramener cette diaspora et de la faire revenir, vers le Maroc. Très bien. Donc on est vraiment sur quelque chose à développer. Nous, c'est quelque chose que aujourd'hui on est sur un mix. C'est-à-dire on est sur des entrepreneurs locaux et on est sur la recherche de la diaspora et les faire revenir au Maroc. Et je pense que ce segment-là, il y a énormément de choses à faire. Très bien. Bien, super. Alors, Atlant Space. Peut-être qu'on va arriver aux investissements les plus récents. Je crois, est le premier investissement, peut-être le top 3, le plus gros, avec 10 millions de dirhams. Donc c'est de l'intelligence artificielle dans le guidage des drones. Alors en fait, ils dotent les drones de technologies d'image sur la base d'intelligence artificielle. Donc ça permet de couvrir de larges surfaces à des coûts qui sont plus compétitifs et avec autant de précision que des avions légers. Okay. Donc aujourd'hui, ces principaux marchés, c'est tout ce qui est déforestation, lutte contre la pêche illégale, la sauvegarde des mouvements de population. Et alors, pour le coup, sur Atlant Space, ça serait bien également d'en parler. Oui. Donc Atlant Space, c'est un dossier qu'on a suivi. Moi, je connais les fondateurs depuis près de 8 ans. Okay. Donc quand ils avaient commencé, avec pas grand-chose au tout début. Et tu viens bien de dire 8 ans. Oui, c'est juste au tout début. Non, c'est juste pour montrer... Je ne sais pas si 8 ans ou moins. Non, mais c'est juste pour montrer... J'en sais rien. Qu'un projet d'entrepreneuriat... Allez, on va dire 8 ans, peut-être que moins, mais au moins 5-6 ans. Bon, donc pour montrer qu'un projet d'entrepreneuriat peut... prendre beaucoup de temps. Mais exactement. Voilà. Donc c'est des fondateurs qu'on avait reçus au tout début. Ils étaient vraiment au démarrage. Et on trouvait déjà à l'époque la solution très intéressante. Il se trouve que le marché n'était pas prêt. Même pas, le marché n'était pas prêt. Et puis eux aussi, ils étaient plus à l'époque focalisés sur l'international. Et d'ailleurs, ils ont levé les premiers fonds auprès d'un fonds norvégien. Okay. Et moi, j'ai gardé le contact avec eux parce qu'à l'époque, j'étais également jury de l'IPA, qui était une fondation africaine. Et j'avais poussé les fondateurs à postuler et ils ont été retenus parmi les finalistes. Et après, on a établi le contact et on les a redrivés vers nous. Et c'est comme ça que l'investissement, s'est fait pas juste sur cette relation personnelle qu'on a construite avec eux, mais le fait aussi qu'ils ont eu de l'attraction, c'est-à-dire qu'ils ont levé des fonds, qu'ils ont confirmé le marché. Et donc pour nous, c'était très intéressant de rentrer à ce moment-là. Mais tu viens d'illustrer le fait que maintenant, c'est vous qui partez à la recherche de pépites. Là, c'est vraiment un exemple concret. Non seulement, et c'est des entrepreneurs que l'on suit. C'est-à-dire on peut les recevoir une première fois et qu'ils ne soient pas prêts. Mais il faut garder un œil dessus pour voir un peu leur parcours et les faire revenir au moment où ils sont prêts. Et c'est une action où
C'est-à-dire, même quand on les perd de vue, on continue à faire des choses pour eux. Par exemple, là, typiquement, Atlantspace, quand on l'a orienté vers l'IPA, ça veut dire que là, il y avait déjà une relation solide et de confiance qui était déjà établie et qui nous permet de garder le contact et de faire que les entrepreneurs reviennent beaucoup plus apaisés vers nous. Et moi, je suis très contente. Pour Atlantspace, vraiment, c'est un dossier qui... que pour nous est une jolie réalisation. Félicitations pour eux et pour le fonds et pour toi. Clairement. Mais est-ce que ce premier investissement n'est pas le marqueur? C'est le troisième. Pardon, c'est le troisième du MNF2. Le premier de cette dimension-là. Oui, c'est le premier avec un ticket important. Voilà, important ou record. Est-ce que c'est pas le marqueur d'une volonté de financer un peu plus? Et donc, est-ce que c'est pas un appel aux entrepreneurs qui nous écoutent pour leur dire qu'il y a des ouvertures? Oui, parce que les tickets d'investissement sont là et que c'est pas qu'on ne souhaite pas les faire, mais quand l'occasion et l'opportunité est là et que ça vaut le coup, on met le paquet et on met le ticket d'investissement nécessaire en face. Très bien. Mais est-ce qu'il y a... Alors finalement, je vais revenir peut-être à juste une impression vraiment de l'extérieur, mais est-ce que c'est tous ces projets qui font appel au financement, donc vous faites le travail d'évaluation. Donc, ce que tu disais du projet, donc l'équipe, le marché, et la conjugaison des deux pour la pérennité du projet. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, sur le potentiel de tous les entrepreneurs en herbe qui réfléchissent et qui contactent les fonds d'amorçage, tu dirais, quel est le taux de satisfaction de réponse à cette demande? Alors, juste pour recadrer ta question, donc là, ce que tu me demandes, c'est-à-dire aujourd'hui, des entrepreneurs qui souhaitent lever des fonds, quel est notre taux c'est-à-dire, est-ce qu'on peut satisfaire tous les entrepreneurs qui viennent? Combien vous recevez de projets valables? Vous recevez, pardon, je vais être plus clair. Combien vous recevez de projets, je dirais, valables? Tu vois, pas juste une idée en tête, de projets valables. Et tu dirais à quel niveau le marché aujourd'hui marocain répond à ces projets, permet de financer ces projets-là? Il y a quand même un gros travail de scan et d'analyse que l'on fait. On reçoit en moyenne, c'est-à-dire depuis le début des opérations, on est quasiment à 1000 dossiers qu'on a reçus, qu'on a étudiés. Donc on a quand même développé une expertise qui est assez fine dans l'analyse de dossiers. Par exemple, dans le premier fonds, on a fini avec 17 participations, mais on a quand même étudié des centaines de... En fait, j'ai pas envie de m'avancer sur ce benchmark-là parce que c'est toujours après tout le monde nous dit mais vous avez une base énorme et finalement vous n'en retenez que peu, mais ça montre le travail que l'on fait et le filtre que l'on fait, parce que c'est pas tous les dossiers sont éligibles au financement. On élague beaucoup et finalement on retient que ceux c'est ceux qui sont les plus intéressants. J'ai pas un taux à te donner. Mais allez, je vais te dire peut-être sur 15 dossiers que l'on reçoit, on pousse peut-être les analyses avec réception des fondateurs sur 3-4 dossiers. D'accord. On peut pas satisfaire tout le monde. Ça, c'est quelque chose. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais ce que l'on fait grâce à ces structures d'accompagnement, parce que là j'y reviens et c'est important, quand on a des dossiers qui ne sont pas prêts au financement ou qui ne sont peut-être pas éligibles au financement du fonds, ou peut-être même qui demandent des tickets qui sont inférieurs à 1 million de dirhams, parce qu'aujourd'hui ça aussi c'est important de souligner, donc on les oriente vers des structures d'accompagnement qui proposent des subventions ou des dons qui peuvent aller jusqu'à 500 000 dirhams. Et ça aussi, c'est-à-dire on ne les perd pas de vue, encore une fois. Donc on les oriente vers d'autres outils qui ont été mis en place, qui les accompagnent, qui font un travail déjà préliminaire avec eux et que peut-être qu'on va suivre par la suite. Et d'ailleurs, dans cette optique-là, ce que j'aimerais souligner également, que nous aussi, ce travail de ne pas perdre les entrepreneurs de vue quand ils ne sont pas éligibles au financement, on l'a compris quand on était en flottement entre les deux fonds. C'est-à-dire quand le premier fonds est arrivé à la fin de sa phase d'investissement en 2016 et qu'on était en structuration du second,
Donc, on n'était plus en phase d'investir, mais il fallait qu'on garde un œil sur le marché. Bien entendu. Donc, on a monté un club de business angel. Je ne sais pas si on est bon. On a monté un club de business angel avec une subvention qui a été allouée au début par l'OCP. Et l'idée, c'était qu'on a réuni une dizaine de business angels, d'entrepreneurs qui avaient déjà réussi et qui ont accepté de jouer le jeu, d'accompagner d'autres entrepreneurs. Donc, ils ont des capacités d'investissement qui vont de 100 à 300 000 dirhams pour les accompagner dans leur projet d'investissement. Nous, c'était, ça avait un double objectif. Un, c'était de garder un œil sur le marché et voir s'il y avait des opportunités d'investissement qui étaient intéressantes. Et par la suite, parce que nous aussi, le fait qu'il y ait un business angel dans le tour de table, ça nous fait quand même un premier filtre, parce qu'on a choisi nos business angels et on sait que s'il va dedans, donc ça veut dire qu'il y a quand même il a senti un flair, qu'il y a un potentiel intéressant. Donc c'est quelque chose que l'on peut reprendre par la suite. Et la deuxième chose pour nous, à travers ce club, ce qu'on voulait faire, c'est d'éduquer également l'investissement de business angel qui n'existait pas. Tout à fait, ou mal structuré, ou insuffisamment de façon structurée, exactement. C'est-à-dire il y avait des initiatives qui peut-être fonctionnaient mais ne faisaient pas beaucoup parler d'elles. Mais nous, à travers ce club-là, donc on permettait aux business angels qui n'ont pas beaucoup de temps d'avoir des supports de décision qui sont challengés, fonctionnels et sur lesquels ils peuvent décider très très rapidement. Et c'était ça aussi, c'est qu'en fait on a géré le MNF Angels et on continue à le gérer comme un mini-fonds, parce que c'est la même chose que l'on fait comme un fonds, mais avec des tickets d'investissement qui sont moins importants. Très bien, donc c'est finalement un gagnant-gagnant. Oui, clairement, on est très content également de cette expérience qu'on a lancée, qui fonctionne encore. Et en fait l'idée c'est qu'on leur présente des dossiers, au début on leur présentait des dossiers mensuels, 2 dossiers mensuels, et on le faisait ça sur une période assez rapprochée. Et là aujourd'hui, pour optimiser un peu les calendriers de chacun, on est sur des sessions trimestrielles avec plus de dossiers, et on a eu des financements qui ont été concluants avec des business angels. Ok, très bien. Donc ça dénote aussi l'écoute du marché, la exact. capacité d'adaptation. Il faut toujours la garder. Capacité d'adaptation aussi et qui est très importante permanente, dans ce secteur-là. Permanente. Très bien. Bon, j'ai une petite question. C'est les plus gros fails. Parce que tu as parlé d'échecs, et moi j'aimerais bien qu'on rentre un tout petit peu dans le détail, et peut-être que ça va pouvoir éclairer un peu, retour d'expérience, c'est quoi les raisons de l'échec d'une start-up, mais la question elle est trop théorique. Je vais vous donner peut-être des choses qu'on a eu à vivre nous dans le financement d'entreprise, des choses qui ont fait que les financements n'ont pas abouti, mais peut-être n'ont pas abouti de la façon à laquelle on espérait. Alors des fois c'est soit c'est une idée où le marché n'est pas prêt, donc où il n'y a pas de marché. Finalement, on se rend compte que même si on a sondé un peu le marché, on s'est dit que ça allait prendre, finalement ça n'a pas pris. Finalement ça n'a pas pris, ok. Mais quand ça ne prend pas, il faut avoir cette agilité de pivoter. Et nous, on a eu affaire dans les premiers investissements à des entrepreneurs qui n'ont pas voulu pivoter. Ok. C'est-à-dire, parfois, il y a aussi des entrepreneurs têtus. C'est-à-dire, on peut comprendre, nous, que le marché ne soit pas prêt. Et peut-être que ce qui a été présenté... On ne peut pas prendre des exemples concrets. Non, je n'irai pas sur des exemples concrets parce qu'on est sur des choses assez généralistes. Je vais rester très flou, mais ça peut parler à l'écosystème. Et je pense que cet écosystème est assez intelligent pour comprendre de qui je parlerai. Mais ce n'est pas l'objectif, je pense, de ce podcast. L'idée, c'est vraiment de sortir avec des apprentissages sans aller sur des exemples définis. Non, mais l'exemple, c'est pour mieux assimiler l'idée. Non, mais c'est très clair. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que il faut accepter. C'est-à-dire les entrepreneurs... Les actionnaires l'acceptent, c'est-à-dire nous quand on investit et on sent que ça ne prend pas comme on l'aurait souhaité, et c'est notre rôle d'orienter les entrepreneurs différemment. Mais c'est au bout de combien de temps alors qu'on sent ce marché qui répond pas, c'est plusieurs mois, plusieurs semaines? C'est-à-dire quand on met les moyens, les investissements marketing, les trucs. Ok, d'accord, c'est après les dépenses marketing. Exactement, et on sent que ça ne prend pas. Au bout d'une année, on se dit voilà, on peut faire un petit bilan d'étape. Voilà, au bout d'une année, on peut pivoter, c'est-à-dire nous actionnaires, on l'accepte. Mais il faut que des fois, c'est vrai qu'on est sur des prises de participation minoritaires, mais il faut que les entrepreneurs le veuillent aussi. C'est-à-dire quand on essaye de les orienter vers une stratégie
ou vers une façon d'aller sur le marché qui est différente, il faut qu'ils le veuillent parce que nous, on n'est pas dans le day-to-day. On n'est pas dans de l'exploitation. C'est pas nous qui allons porter le métier. Nous, on suggère et on leur dit, voilà, nous, on aurait fait ce truc-là différemment. Vous êtes dans la recommandation. On est dans la recommandation et parfois, nous, on a quand même pas mal de recul, on a de l'expérience également. Donc, on leur dit peut-être qu'il faut pivoter. Des fois, on est face à des entrepreneurs qui ne souhaitent pas pivoter. Ok. Et pourquoi tu dis... Pourquoi, enfin... Je pense que... Pourquoi ils veulent pas Après, moi, je suis pas de... Et peut-être que l'analyse du profil psychologique est important aussi à faire dans les due deals. Non, mais parce que l'entrepreneur, il voit bien que son produit n'est pas acheté. Je vais te dire un truc. Oui. Il y a des fois des entrepreneurs qui sont très têtus. Des fois, c'est comme les chercheurs. Ils sont persuadés que la chose qu'ils t'ont présentée telle qu'elle, eh ben, c'est celle qui va réussir et avec cette façon-là. D'accord. Des fois, ils n'ont pas ce retour. Mais peut-être qu'ils ont raison, mais qu'il leur faut peut-être pivoter un peu et bifurquer et revenir à ce chemin le temps que le marché l'accepte. Temps que le marché l'accepte. Voilà. Non, on ne veut pas qu'ils s'éloignent de leur idée de base, mais c'est juste gagner de l'argent, se faire un matelas, pour peut-être affiner la solution et faire qu'elle soit plus recevable par le marché. D'accord. On ne veut pas qu'ils s'éloignent, mais c'est juste si tu veux, des stratégies pour attendre que le marché soit prêt. Sans dénaturer le cœur, le noyau, la valeur ajoutée, l'inventivité, la créativité. Non, parce que nous, quand on rentre, c'est sur ces éléments-là. C'est parce qu'il y a cette chose qui différencie du reste. Et nous, on ne veut pas la dénaturer, on ne veut pas l'étouffer. Mais juste, des fois, il faut rester également à l'écoute du marché et savoir pivoter, rester agile le temps que ce marché prenne. Donc ça, quand tu as des entrepreneurs qui ne souhaitent pas aller dans cette direction-là, ça peut aller dans des flops. Et après, on n'y peut rien. Après, tu peux aller encore une fois sur des métiers où encore une fois le marché n'est pas prêt, mais où on n'a pas prédit l'arrivée de gros mastodontes qui ont des budgets marketing juste colossaux et que tu as beau mettre, tu ne vas pas y arriver de toute façon. Oui, je vois un peu l'idée. Tu vois ? Je vois un peu l'idée. Et donc ça va nécessairement ralentir le développement. Ça va ralentir, voir s'il n'y a pas des options de rapprochement avec ce mastodonte-là qui ne souhaite pas peut-être racheter la petite entreprise dans laquelle tu investis. Alors je vais être un peu provocateur. Est-ce que l'analyse des risques a été incomplète ? C'est-à-dire cette entrée... Écoute, rien n'est parfait. Non, mais on peut pas. Moi, je vais pas te dire que il y a des choses qu'on n'a pas prévues. Et c'est humain, on peut pas prévoir. Il y a des choses qui arrivent et qui ne sont pas prévues, ou peut-être qui arrivent, mais peut-être que nous on l'a prévu dans un délai de temps. C'est ça. Qui était un peu plus tard. Qui était un peu plus long que ce qui est arrivé. Et après. Voilà, on peut pas. Et là, peut-être qu'il faut repivoter. Alors c'est soit il faut bifurquer, encore une fois, soit essayer de se rapprocher de ce mastodonte-là qui est arrivé, parce qu'entre-temps, il y a quand même une entreprise locale qui a fait le travail, qui a une data, qui a quelque chose qui peut servir. Mais quand c'est un métier qui marche fondamentalement au budget marketing et à la communication, au bout d'un moment, même quand on a un fonds dans le tour de table, et c'est là où on se dit, peut-être que ce fonds-là doit aussi se repositionner, peut-être arrêter l'hémorragie. Et puis c'est là où nous, on n'arrive pas à suivre. Je comprends. Alors, autre chose d'apprentissage, c'est quand on investit sur des entrepreneurs qui ne sont pas dédiés totalement à l'activité qu'ils soumettent. Là, c'est un flop total. Donc ça, pour toi, c'est un facteur, là, pour le coup, écoutez, pour le capital amorçage risque, moi, je pense que il faut qu'on ait une personne dédiée au début du lancement. Il faut que quelqu'un soit... la personne au moins qui maîtrise son activité soit là full-time. C'est-à-dire par la suite, quand la chose prendra bien et que ça peut rouler sans les personnes clés, il n'y a pas de problème, on peut recruter des gérants, on peut faire autre chose et aller sur d'autres métiers. Mais je pense que sur cette phase d'investissement dans laquelle on intervient, on a besoin que la personne clé soit full-time sur le projet. Au tout début, c'est des choses que nous, on ne connaissait pas forcément. Donc, on a appris avec le premier fonds. Et encore une fois, il faut nuancer. Full dédié ou la grosse majorité du temps à ce truc-là, au métier à l'opportunité d'investissement qu'il présente. Parce que quand ce n'est pas le cas, nous, encore une fois, on n'est pas dans de l'exploitation.
On n'est pas là à faire le comptage des heures passées sur le projet. Mais on le sait par la suite quand il y a d'autres activités. Donc on peut comprendre. Alors juste pour comprendre, pardon. Imaginons j'arrive avec un projet d'amorçage, c'est ça, avec 1 million de dirhams. Est-ce que dedans il y a, pour que ce soit une activité à temps plein ou à majorité, est-ce que dedans vous financez un salaire par exemple? Mais c'est c'est ça le truc, c'est-à-dire pour que cette personne l'a dédiée, et ben dans le plan de financement que l'on fait avec elle, on fait en sorte qu'elle soit déjà elle est actionnaire. C'est déjà ça. Donc, de toute façon, il doit y avoir une montée de dividendes à un moment ou à un autre. Mais on fait en sorte qu'elle ait un salaire décent pour se consacrer pleinement à cette activité. Donc, vous mettez en place des conditions pour... Bien sûr. Très bien. On ne va pas lui dire... Voilà. Non, parce qu'après, la personne... On va pas lui dire tu vas crever la dalle, tu vas rien faire, mais on veut que tu sois full-time sans avoir de salaire. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Okay. Donc, on offre quand même de toute façon, dans le plan de financement, c'est-à-dire quand on monte le projet pour évaluer exactement le besoin de cette entreprise-là, c'est de l'investissement en infra, c'est de l'investissement en charge de personnel, c'est de l'investissement en marketing. On intervient sur tout le business, c'est-à-dire pour maîtriser la chaîne de valeur de bout en bout et faire en sorte que ce business fonctionne. Très bien. Donc la personne clé, on fait en sorte qu'elle soit à l'aise dans les fonctions qu'elle va prendre à temps plein. Très bien. Donc, en fait, il n'a aucune raison pour ne pas s'investir fortement ou totalement dans le projet. Après, et je suis complètement d'accord, c'est une condition très importante. Bien, là, on a parlé des gros fails. Après, les gros succès. Pour toi, c'est quoi un peu ton retour d'expérience, vraiment les facteurs qui ont fait peut-être des surprises, des bonnes surprises pour le coup? Les facteurs clés de succès, déjà, reposent sur l'entrepreneur en lui-même. C'est-à-dire quand il croit vraiment, il a une conviction vraiment extrême dans son projet, il s'y met à fond et il se donne tous les moyens. Honnêtement, après, bien sûr, il y a un facteur chance et un facteur opportunité. Quand il y a un fonds institutionnel derrière, parce que il faut souligner qu'on n'est pas juste un investisseur financier, donc on est quand même un investisseur actif. Donc on est là quand même pour ouvrir les portes, pour avoir les premiers bons de commande, parce qu'on a quand même des... C'est l'originalité de ce fonds. On a peut-être des banquiers dans le tour de table, mais c'est des banquiers qui sont actifs, qui ont été éduqués à ce métier-là avant nous. On dit toujours que MNF a une particularité, c'est qu'il a des banquiers dans le tour de table. C'est vrai que peut-être au début, c'était des banquiers qui n'étaient pas encore sensibles au private equity tel que l'on est en train de le faire aujourd'hui. Mais d'ailleurs, on a prouvé avec le MNF2 que c'est des gens qui sont maintenant très à l'aise avec le métier, mais qui ont grandi avec nous. Donc, c'est quand même des têtes de pont qui s'engagent aujourd'hui dans le fond. Donc, ils ont un carnet d'adresses, ils ont une expertise, donc ils contribuent quand même au développement de l'activité indirectement avec nous. Donc, quand on a un entrepreneur dédié, qu'on a quand même cette relation de proximité, de confiance qui est établie, c'est clair que c'est quelque chose qui fonctionne. Il faut bien sûr gérer les entreprises le terme classique, en bon père de famille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la vider de son contenu. Et ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle nous, on doit veiller. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait de la création de valeur. Il faut vraiment qu'il y ait de la création de valeur pour que les choses réellement fonctionnent. Moi, j'ai un exemple, de toute façon, c'est public aujourd'hui. Aujourd'hui, Manavette. Manavette, c'était une société dans laquelle on a investi au tout début. Donc, ils faisaient du VTC. Donc, c'était que du transport, c'est comme du transport particulier. Et nous, quand on a investi, donc il a fait ce pivot, parce que c'était un marché qui commençait à arriver à son plein, donc il n'y avait pas beaucoup d'ouverture. Donc nous, quand on a intervenu, donc l'idée, c'est qu'on a financé il nous a présenté déjà une plateforme technologique qui était exceptionnelle, qui a permis de gérer tout le transport personnel, donc avec des grands donneurs d'ordre, de façon totalement dématérialisée. Donc on a financé en fait ce pivot. D'accord, donc en fait... C'était une entreprise qui faisait du VTC. Donc elle avait un agrément, c'est ça? Oui, il y avait un agrément, donc elle est passée
avec quelques véhicules. Gestion. Avec quelques véhicules dédiés à cette activité. Et l'idée, c'était de passer à une gestion de transport personnel avec sa propre flotte, qu'elle mettait à disposition de grands donneurs d'ordre, mais avec une gestion derrière de toute la flotte, des personnes, à quel moment ils arrivaient, à quel moment ils... Enfin, une traçabilité de tout. C'était vraiment une machine à gaz qu'il a mis en place, le fondateur, et qui a super bien fonctionné. Et c'est une réussite déjà parce que pour nous... fondateur qui était vraiment totalement dédié, qui maîtrisait très bien son métier, qui était très bon, qui était toujours à l'affût des opportunités, qui était sensible à ce pivot-là, donc il nous a présenté ce pivot où il y avait un potentiel de croissance beaucoup plus intéressant, et qu'on a réussi également, on a réussi à faire une sortie hyper intéressante. On a fait une sortie vers un family office. D'accord. Et on a réussi ce pont-là, parce que c'est aussi un bridge qui n'existait pas avant. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que... la liquidité de nos investissements, c'est tout un sujet. Parce qu'il faut qu'on investisse, c'est très bien d'investir dans des structures, tout ça et tout. Mais nous, pour nous rémunérer, il faut qu'on fasse une sortie intéressante. Donc, il faut avoir le vis-à-vis pour cette sortie-là. Donc, nous, on est sur des tickets de 10. Il faut le marché qui vient après pour passer le relais. Exactement. Et bien, ce marché-là, aujourd'hui, n'existe pas totalement. Parce que nous, on est plafonné à 10 millions de dirhams, mais on reste sur des structures qui, quand elles font une levée de fonds, elles sont sur du 20-30 millions de dirhams, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on a des fonds de capital développement qui ne regardent plus ce ticket-là, qui sont sur des tickets de 50 millions de dirhams, voire plus. Donc, ils ne sont pas intéressés par des petites structures, ou quand elles sont intéressées, c'est des choses qui se comptent sur les doigts de la main. Donc, nous, on a fini par intéresser un family office. Donc, c'est des particuliers, c'est un groupe familial qui a vu une opportunité intéressante dans ce truc-là et qui pouvait mettre les moyens nécessaires pour accompagner le développement même régional de la société, et que nous, on s'est retirés. Donc, ils ont racheté notre participation et on a fait une sortie hyper intéressante. Très bien. D'accord. Super. On a d'autres... Il n'y a pas que ça. Il y a cette sortie que l'on a faite. On a d'autres sociétés dans le portefeuille qui sont tout aussi intéressantes. Je vous parlerai de Livre-moi, qui est la première librairie en ligne. On a Boto La Média, qui est le premier site d'actualité sportive. On a VBS aussi, qui est... Ado, vous êtes sortis, c'est ça? Non, ça, c'est des structures, c'est des lignes de participation qui sont encore actives dans le premier fonds, mais sur lesquelles on est en phase de sortie. Donc, c'est des choses qui devraient s'opérer dans les 2 prochaines années. Ok, très bien. Bon, peut-être qu'on va parler du Covid. Oui, le Covid. Est-ce comment ne pas en parler ? Voilà, parce que ce serait idiot de ne pas en parler, mais comment va... C'est bon. Comment le Covid va un peu impacter votre cycle, ou toute cette histoire ? Parce qu'il y a certainement une accélération. Alors moi, je vais vous dire, nous, alors, déjà en métier, si vous voulez, en process métier. Aujourd'hui, nous, quand cette crise est arrivée, on n'a pas été surpris parce que nous, tout est digitalisé. Donc on est passé en télétravail de façon très naturelle et on a continué à travailler. Peut-être qu'on n'a pas, on a même travaillé plus que la normale, parce que vous imaginez bien qu'avec le Covid, dans la diversité, on invente. Donc il y a eu de nouvelles opportunités d'investissement qui ont été très intéressantes et qu'il fallait également regarder. Donc on a beaucoup travaillé pendant cette période-là. Donc par rapport à nous, ça nous a pas affecté. Donc il y a des métiers qui vont prendre cher plus que d'autres. Aujourd'hui, tout ce qui est restauration, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est aérien, c'est des choses qui vont mettre un peu de temps. Dans vos investissements à vous, par exemple, tout ce qui est e-commerce, ça marche plutôt? Oui, le e-commerce fonctionne bien. Nous, on n'a pas été très impactés parce qu'on a toujours été sur des choses qui sont digitales. Donc, il n'y a pas eu de gros impacts. Bon, il y a eu des décalages parce qu'il y a des choses qui ont été reportées, d'autres qui ont été annulées. Mais pour l'instant, moi, je pense qu'on s'en sort pas mal, nous, sur la partie digitale et technologie d'information, parce que je pense que c'est ce métier-là qui va sauver la mise au final. Parce qu'aujourd'hui, on va aller de plus en plus vers la dématérialisation, on va aller beaucoup plus vers des choses qui sont basées sur de l'intelligence artificielle, où l'intervention humaine doit être totalement allégée. On ira sur de la distribution de proximité. Aujourd'hui, tout ce qui est EdTech, éducation, MedTech, AssureTech sont des choses qui vont flamber. D'ailleurs, nous, un de nos investissements dans les tech, c'est quelque chose qui a fonctionné de façon
façon merveilleuse pendant le Covid. Et nous, ça nous a conforté dans notre choix d'opportunités d'investissement. Donc voilà, il y aura des décalages sur les bébés. Ça va accélérer l'arrivée du MNF3. J'espère. Bon, c'est tout le mal que je me souhaite, mais bon, pour l'instant, il y a encore des choses à investir. On n'est pas encore dans le MNF3, mais clairement qu'on ira. Il n'y a aucune raison qu'on ne lance pas un MNF3 quand les fonds seront totalement investis. Petite question peut-être qui va profiter plus aux start-upers, c'est comment... quels seraient tes conseils pour qu'ils négocient mieux leur valo et j'ai aussi la question comment ne pas mourir d'un manque de trésorerie. C'est ça. Alors le sujet valo, c'est un sujet... tu as mis le doigt sur le truc parce que bon, des fois, on peut tomber sur la super opportunité, mais il faut savoir que nos entrepreneurs marocains, du moins de ceux que j'en ai vus, des fois on est sur des valorisations qui sont complètement déconnectées de la réalité. C'est vrai que tout ce qui est tech, on est très inspiré par la Silicon Valley, tout ce qui se passe de l'autre côté. C'est bien. Moi, c'est bien. Je trouve que ça, c'est très bien d'être inspiré. Mais après, sur la valorisation, il faut revenir à des choses beaucoup plus réalistes. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est que la valorisation d'entrée n'est pas vraiment quelque chose d'intéressant. Mais c'est pas ça le plus important pour l'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que on mise sur des choses nouvelles, donc il n'y a pas beaucoup de... c'est-à-dire en termes de flux, même si tu moulines les BP, tu moulines tout ça, donc on est quand même sur une perspective qui est assez limitée parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver, c'est un secteur qui bouge énormément. Donc la valorisation d'entrée, il faut qu'elle soit réaliste, pas complètement déconnectée du marché marocain. Et puis, nous, ce qu'on fait, et c'est un mécanisme aujourd'hui qui est utilisé, c'est une pratique, on n'invente rien. Donc en fait, il faut mettre en place un mécanisme d'earn-out ou mécanisme d'ajustement. C'est-à-dire, on rentre peut-être sur une valorisation qui ne va pas plaire au début au fondateur, sur laquelle il n'est pas confortable parce que lui, il y a 9 chiffres, nous, il y a 9 zéros, nous on est sur des choses beaucoup plus terre à terre et ça peut se comprendre, il a ses arguments, on a les nôtres. Mais moi, c'est ce que je leur dis, la valorisation, c'est vrai qu'il faut qu'elle reflète quand même l'effort qui a été fait pour monter telle ou telle autre solution, mais sans que cela soit déconnecté. Et on les incentive, on leur dit, OK, toi tu me présentes cette valorisation, et bien moi je te dis, dans 2-3 ans, si vraiment tu es conforme au BP que tu as présenté et qu'on est en ligne, ou que même s'il y a un petit décalage qui n'est pas énorme, et bien on met en place un mécanisme d'ajustement et on met donc une valorisation qui était celle qu'il avait proposée, qui est suivant l'évolution de son activité, et on lui dit quand tu y arrives, et bien à ce moment-là, nous on te rétrocède des actions pour retrouver un niveau de détention de ta boîte qui est beaucoup plus important. Et ce mécanisme d'earn-out et d'ajustement, c'est quelque chose qui est très fait aujourd'hui. Et je pense que les entrepreneurs commencent à être sensibles à ça. Parce que c'est comme ça que les choses peuvent fonctionner et c'est comme ça qu'ils peuvent institutionnaliser le tour de table. Bon, donc vous allez dans leur sens là complètement pour les rassurer par rapport à ça et les inciter et en fait, finalement, ça les conforte et tu les mets parfois devant leurs contradictions. Tu leur dis, OK, tu veux qu'on aille sur ce BP-là, qui peut-être nous semble peut-être déconnecté, et bien quand tu arriveras à ce chiffre-là, ben moi je te rétrocède. Et des fois, c'est vrai qu'on peut avoir des rétractions, il te dit non, finalement, c'est vrai. OK, donc vous êtes plutôt là, encore une fois, force de proposition, recommandation, pour qu'ils ne soient pas, entre guillemets, exactement. Très bien, bon, c'est une bonne chose. Après, comment ne pas mourir d'un manque de trésorerie ? En fait, c'est une question derrière, c'est comment réussir à faire... Alors, vous êtes au contact des entrepreneurs, vous n'êtes pas dans day-to-day, n'est-ce pas ? Oui. Mais comment faire le tri dans les idées marketing ? Je dois, par exemple, promouvoir mon produit... dans quoi je dois investir ? Est-ce que je dois investir dans la tech ou dans le soft ou dans le marketing ? Comment vous réussissez à optimiser un peu ces dépenses qui sont aussi un peu incertaines ? Là, c'est incertain, mais aujourd'hui, au début, quand on a des dépenses marketing, aujourd'hui, nous, on a l'expertise aussi pour benchmarker, c'est-à-dire on sait c'est quoi le taux de conversion, c'est-à-dire si tu mises tant, à quel moment telle personne va acheter. Aujourd'hui, il y a des études, il y a des benchmarks, il y a des choses. Donc, on arrive à évaluer pour avoir des niveaux de dépenses marketing qui soient sensés, pour ne pas être complètement déconnecté de la réalité. Et puis aussi, les entrepreneurs sont force de proposition. Nous, on fait notre taf, mais ils font leur taf tout aussi bien que nous, parfois même mieux sur des secteurs qu'ils maîtrisent. Donc, parfois, ils nous alimentent, parfois, on ajuste.
Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver sur une poche d'investissement où le promoteur sera à l'aise pour naviguer au moins pendant les 2 ou 3 premières années. Okay. Les 3 premières années qui sont importantes. Après, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout évaluer. Mais on reste agile également dans le financement. Par contre, s'il y a des opportunités qui arrivent, qui n'étaient pas prévues initialement, ou s'il y a des investissements qui vont avoir un peu plus d'impact et qui n'ont pas été évalués avant, donc on fait du follow-up. C'est-à-dire, on remet de l'argent. Et on investit davantage. Donc, soit on peut monter dans le capital, ou alors on met en place des comptes courants d'associés qui vont leur permettre d'aller sur ces nouvelles opportunités qui n'étaient pas au début évaluées dans les BP initiaux. Ok, très bien, super. Donc on reste agile. Très clair. Maintenant, une question plus de curiosité sur le fonctionnement interne du fonds. Je crois qu'il y a un comité d'investissement, c'est ça? Tout à fait. C'est juste pour éclairer un peu ceux qui nous écoutent. Est-ce que c'est Dounia Boumedi qui décide dans son bureau de quel dossier doit être financé, ou c'est plutôt plus collégial comme décision? Dounia Boumedi décide et est force de proposition claire par rapport aux membres du comité. D'accord. Après, c'est nous qui présentons au comité d'investissement. Donc, vous recommandez des dossiers clairement bien étudiés, parce que c'est nous fixés. qui sommes en contact, avec les entrepreneurs. Donc c'est nous qui validons et qui présentons les dossiers qui sont les plus aptes à être financés. Après, le comité d'investissement, bien sûr, a son mot à dire, mais pas dans l'opportunité en elle-même. Mais parfois, il y a des recommandations qui peuvent être faites par rapport à l'ajustement de certaines charges, parce qu'aujourd'hui, eux aussi, ils ont appris avec nous. Mais c'est pas des choses qui sont complètement déconnectées. Mais c'est le comité aujourd'hui ne fait pas le travail que l'on fait. C'est-à-dire que c'est nous qui travaillons et c'est nous qui faisons monter les dossiers intéressants. Et c'est un comité qui généralement nous suit et nous soutient dans les choses que l'on présente. Ok. Très bien. J'ai envie de parler un peu d'innovation. Juste, quelles sont les innovations que toi, tu vois déjà pointer le bout de leur nez au Maroc? Aujourd'hui, on aura des investissements intéressants qui vont être faits dans l'éducation, dans la médecine, parce que ce sont la médecine, la santé en général, ce sont les métiers qui ont pris le plus de coups dans cette crise-là, et on continue à le voir, alors que je pense que plusieurs politiques ont mis le haut là sur cette partie d'éducation qui n'ont pas été entendues, et que là on se retrouve face à nos défaillances. Et je pense que ce sont des secteurs qui vont driver le plus d'investissements. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est distribution de proximité, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, tous nos modes de consommation ont été chamboulés. Donc, on consomme plus pareil, on utilise plus pareil. Donc, même cette adaptation-là va être intéressante. Il y avait aussi la fintech aujourd'hui qui a explosé de par ailleurs, mais aujourd'hui qui commence à percer aussi au Maroc, parce qu'il faut faire de l'inclusion financière. On a un taux de bancarisation qui n'est pas très important, et permettre à tout le monde de faire des paiements par mobile payment ou autre, ce sont des choses sur lesquelles on va aller. Bon, bien sûr, il y a tout ce qui est télécommunication et support, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est télétravail, Zoom et tout, donc ce sont des logiciels, tout ce qui est logiciel pour faciliter les relations au sein des espaces de travail, sont des choses aussi qui vont prendre quand même pas mal d'investissements. Et je pense qu'il y a aussi aujourd'hui une partie économie verte, tout ce qui est énergie renouvelable. Parce que il y a quand même de gros changements climatiques aujourd'hui qui nous affectent. On est arrivé à là où on est, indépendamment de tout ce qui se dit, parce qu'il y a de gros changements climatiques. Et je pense que même ça, c'est quand même un pavé sur lequel il faut s'intéresser pour les prochains investissements. Vraiment, je vous ai donné ça de façon très globale, et je pense que ce sont des tendances qui sont générales et qui devraient se confirmer. Très bien, ça promet d'un bel avenir à soutenir. C'est des entrepreneurs qui... De toute façon, la transition aujourd'hui, sur ce truc-là de Covid, ça me permet d'y aller, passera par les fonds d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que là, quand la crise est arrivée, on a eu des solutions court-termistes. Donc, on a financé la trésorerie
et les problèmes de trésorerie par des crédits. D'accord. Donc en fait, parce qu'il n'y avait pas le choix. D'accord, donc par des crédits, c'est-à-dire que le fonds prête. Non, pas nous, je vous parle en général. Je ne suis pas sur la partie fonds. Aujourd'hui, je vous dis que ce qui est dans l'économie marocaine, l'opérateur économique, comment on a pu sauver un peu, c'est que encore une fois, la CCG a mis en place des crédits, d'amas d'oxygène, tout ça, pour soulager un peu les tensions de trésorerie qui se sont manifestées suite à la crise de Covid et les sociétés qui ont été impactées. Mais on a juste soigné le mal par le mal, c'est-à-dire on a soigné de la dette par de la dette. Et c'est pas la chose qu'il faut à court terme. C'est vrai qu'on n'avait pas trop le choix, mais moi je pense que la relance économique passera fondamentalement par les fonds de private equity. Parce qu'aujourd'hui on a des entreprises qui leur principal mal, si vous voulez, c'est la sous-capitalisation. Donc il faut faire du renforcement en fonds propres ou en quasi-fonds propres pour redonner une bouffée d'oxygène à l'ensemble des entreprises qui ont pâti ou qui étaient déjà déstructurées avant la crise de Covid pour les relancer. Et moi, je pense que les fonds de private equity... donc pas d'amorçage pour le coup, c'est ça ? Je vous parle de private equity en général. Donc ils peuvent venir toquer à votre porte. Oui, private equity, je vous parle de tout le private equity de bout en bout. Très bien. Je pense que la relance passera par le private equity et passera pas par un autre organe, j'en suis persuadée. Parce que il faut pallier à la sous-capitalisation des entreprises. Ok. Ben super, donc c'est un appel qui j'espère va être entendu. Ben ouais, c'est clair. Parce qu'une entreprise de façon fragile, sous-capitalisée, va mourir encore une fois à la prochaine crise. Si on ne renforce pas les fonds propres et le quasi-fonds propre, quand je parle de quasi-fonds propre, c'est-à-dire mettre en place de la dette, mais qui peut être convertie en capital, pour renforcer le capital. Donc si je traduis, peut-être avec mes mots, c'est-à-dire que cet entrepreneur, encore une fois, ou cette famille d'entrepreneurs va devoir accepter qu'il y ait un actionnaire minoritaire qui rentre pour les soutenir. Claire. Voilà. Donc, et profiter des vertus de ce dialogue. Bien sûr. Et il faut aller vers ça, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut commencer à penser ouverture du capital, et je pense que ce n'est pas les banques qui joueront ce rôle-là. Il faut se retourner vers des fonds de capital. Très bien. Ben, merci beaucoup, Dounia. Alors, on va rentrer dans une série de dernières questions. Vas-y. Merci beaucoup. Est-ce que tu as eu des mentors maintenant, donc oui, j'en ai eu. La question n'est pas complète. C'est comment tu les as trouvés? Moi, j'ai eu la chance d'en trouver un qui est juste à côté de moi, qui est mon mari, et j'en parle pas très très souvent, mais qui a été d'un très grand support pendant tout ce que j'ai fait depuis ces dizaines d'années, et notamment depuis que j'ai pris mes fonctions dans ce fonds-là. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été très visionnaire, qui a toujours été très dans la tech, et qui était dans la tech, je pense, bien avant pas mal de personnes, et qui m'a toujours nourri. En termes de challenge, en termes de projection, et moi honnêtement c'est ma première source d'inspiration. Très bien. Après, clairement c'est des personnes que l'on rencontre aussi. Moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes hyper intéressantes quand j'étais dans le fonds de capital développement, et j'ai eu l'occasion d'en rencontrer pas mal, même quand j'étais là. Et des gens qui te donnent une marge de manœuvre intéressante, qui te laissent évoluer, et qui sont pas dans ce... On y revient fondamentalement à ce truc-là, qui sont pas dans ce truc de femmes à des postes de responsabilité, qui sont féministes déjà de nature. Moi j'ai la chance, moi je suis féministe, je le revendique totalement, et j'ai eu la chance de tomber sur des mentors et des personnes que j'ai côtoyées professionnellement qui sont plus féministes que moi. D'accord, donc c'est vrai que tu es dans un milieu qui est plutôt masculin. Oui. Donc pas nécessairement la chance de trouver des... Voilà. Mais honnêtement, je me sens de plus en plus à l'aise. Et je suis très apaisée par la position que j'occupe. Parce que bien qu'il soit très très masculin, moi je crois fondamentalement à la fonction du travail. Quand on voit qu'il y a du travail, qu'il y a du sérieux, et qu'il y a de la compétence, je pense que vraiment les tensions s'apaisent, et on est traité vraiment d'égal à égal, et il n'y a plus du tout cette nuance-là. Moi du moins je ne le sens pas du tout. Très bien, mais pour revenir aux mentors,
Donc, comment tu arrives à entretenir une relation dans la durée toute votre vie. Et il faut en avoir, parce que moi je me dis, des mentors, ils vous accompagnent également dans des prises de décision. Ils vous donnent parfois le recul quand on ne l'a pas, parce que des fois on peut avoir la tête dans le guidon et on a besoin de quelqu'un qui nous extrait pour avoir un peu de recul. Moi je l'ai dit tout à l'heure, donc déjà j'ai un premier mentor avec qui je vis, donc qui est fondamental pour moi. Et après, il y en a d'autres que l'on rencontre dans des milieux professionnels ou dans des réseaux. Les réseaux sont très importants aujourd'hui. Il faut intégrer des réseaux pour déjà avoir un network qui peut développer ton activité. Et ces mentors aussi, moi je trouve que les mentors, quand on en a, moi j'en ai quelques-uns, j'en ai 2 ou 3 à tout casser. Et ça reste aussi vos sponsors à l'extérieur. Parce qu'aussi, il faut toujours avoir quelqu'un qui est confiant sur tes compétences et sur ce que tu es et sur tes valeurs, et qui peut te recommander à d'autres. Et je pense que c'est comme ça que ça marche. Qui peut te recommander à d'autres, qui peut te driver du business, c'est comme ça que les opportunités se créent. Très bien. Et alors, et toi, comment tu vis cette relation, si on peut l'appeler de mentoring, vis-à-vis des entrepreneurs ? Est-ce qu'il y a cette relation ? Moi, c'est même, peut-être des fois, c'est des entrepreneurs que j'appelle des fois mes entrepreneurs, parce que je passe énormément de temps avec eux. T'es champion. Oui, honnêtement. Et je pense que tu l'as souligné tout à l'heure. C'est-à-dire, au-delà du travail, il y a cette composante de manager. C'est comme des gens que tu as une mission envers eux. Tu dois les accompagner. Tu dois faire en sorte qu'ils brillent. Il faut qu'ils réussissent. Il faut qu'ils réussissent. Et c'est un engagement moral, au-delà de l'engagement financier, que tu as envers eux. Donc, tu fais tout ce qui est en ta capacité pour les faire briller et les faire arriver. Parce que finalement, on a un objectif commun. C'est d'arriver au même but. Et il faut tout déployer pour les faire arriver. Et moi, j'ai développé cette relation avec les entrepreneurs que j'ai. C'est que, voilà, il y a un accompagnement de proximité qui est établi. Il y a une relation de confiance qui se construit avec le temps. Et je les suis de très près. Ok. Est-ce qu'il y a une erreur ou un échec dont tu as le plus profité Professionnellement, on en a parlé tout à l'heure, c'est les échecs qui ont été faits dans le premier fonds, qui ont été verrouillés dans le second. Moi, je trouve que c'est un apprentissage que personne n'aura, parce que nous, on l'a vécu, on l'a senti, et on sait maintenant comment l'appréhender dans le second fonds. Et donc, ça vous profite en fait, in fine. Oui, totalement. C'est vraiment un apprentissage. Si on devait encore faire les choses comme ça, on le referait pour monter un deuxième fonds qui est beaucoup plus efficace. Très bien, donc c'est une bonne chose pour une fois qu'on peut parler positivement de l'échec, c'est très bien. Non, moi je trouve que l'échec c'est pas du tout une fatalité. Très bien. Est-ce qu'au quotidien tu as des routines ou des petits outils qui te permettent de rester concentré, fraîche, adapté aux enjeux? Parce qu'il y a des journées, des journées où les enjeux sont importants. Voilà, c'est des petites routines qui... Moi, on essaye de garder quand même une activité physique qui est correcte. Donc, moi, je cours de temps en temps, mais moi, je ne suis pas marathonienne ni quoi que ce soit. Vraiment, je cours pour le plaisir. Et ok, quelle fréquence? Je suis à 2 jours par semaine, mais c'est quelque chose qui me... Bon, c'est vrai que là, maintenant, avec le Covid, je me suis relâchée un peu, mais généralement, je suis sur ce rythme-là. Et puis, au-delà de ça, moi, je pense que avoir un noyau de famille, c'est important, parce que des fois, il faut vraiment se recentrer sur l'essentiel. Et la famille est très importante pour se reconnecter avec les choses importantes, et c'est ça qui donne quand même une bouffée d'oxygène. Et il y a aussi les amis, moi, c'est très important. Moi, j'ai un noyau d'amis qui me donne une énergie incroyable pour continuer, et je suis privilégiée de les avoir. Très bien. Elles se reconnaîtront. Ok, très bien. Donc c'est important de bien connaître ses fondamentaux. Oui, enfin moi c'est vraiment au quotidien. Ce sont des amis de très longue date avec qui j'évolue. La famille, il faut se recentrer, c'est hyper important, une activité physique et se détendre, parce que des fois, il faut vraiment éviter le superflu et aller à l'essentiel. Est-ce que tu prends du plaisir professionnellement?
j'adore. Honnêtement. Voilà, c'est je pense une question importante. Mais moi, j'ai un plaisir énorme à venir travailler. Okay. Moi, je pense que c'est ça l'ADN, c'est-à-dire quand on se lève le matin et qu'on est content de faire le travail que l'on fait. C'est ça. Et c'est là où on se dit que, alhamdoulilah, on est privilégié de faire ce que l'on aime. Et moi, je m'éclate dans ce que je fais. Très bien. Question sur les livres qui t'ont inspiré ou vu que tu es, ou alors que tu as découvert. Alors je lis un parce que je savais que tu allais me poser cette question aujourd'hui. C'est un livre que je lis aujourd'hui qui s'appelle L'art de s'en foutre subtilement. Okay. De Mark Manson. En fait, c'est pas le s'en foutre dans le sens très péjoratif, mais c'est le s'en foutre où on arrive à s'extraire des choses vraiment superficielles et de se concentrer sur des choses essentielles qui vous font du bien. Ça, c'est pas un énième livre de coaching où il faut positiver, être bien tout le temps et tout. C'est pas du tout ça. C'est un livre qui me fait énormément de bien et en fait qui vous montre une voie où c'est intéressant de faire face à ses peurs, à ses faiblesses et de ne pas être dans ce positivisme des fois qui est complètement... Alors, il se trouve que je l'ai lu, ouais. Plutôt en anglais, mais oui, il permet de se focaliser sur, moi j'adore. Sur peut-être... Moi, je l'ai débuté, mais déjà les premières pages, moi je trouve... Non, il est bon, dans son style, il est intéressant, et voilà, son message c'est de se concentrer sur les choses vraiment qui nous importent. C'est ça. Et ça sert à rien. Enfin, il faut choisir ses batailles. Et qui sont très individuelles. Voilà. Et il faut choisir ses batailles. C'est-à-dire, des fois, il ne faut pas aller sur des choses qui valent pas le coup, où on va dépenser une énergie folle et finalement, ça va mener à rien. Et ça permet de dupliquer ça même sur le côté professionnel. Absolument. Voilà, des fois, on ne réussit pas des choses, on entend plein de choses. Et puis après, il faut se faire une carcasse et puis... essayer d'avancer et se concentrer sur le travail et la mission que l'on mène. Très bien. Merci beaucoup, Dounia. Merci à toi. On a fait le tour. J'espère que j'ai répondu. Peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait pu balayer plus lentement, mais on a quand même une contrainte de temps. Oui. Mais j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Je pense qu'on a fait un petit deep dive dans ton métier. Et ça va, je pense, beaucoup intéresser des entrepreneurs qui vont dire finalement qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que j'ai intérêt à y aller ou pas? Je pense qu'on a quelque part porté ce message pour qu'ils y aillent. Allez-y. C'est clair. Faites acte de candidature que vous soyez au Maroc ou à l'étranger. Oui, voilà. Clairement. Je pense qu'on a appris à mieux te connaître et voilà. J'espère. Que ce soit des jeunes femmes ou des garçons, peu importe, ils vont. Le genre. Voilà, ils vont se reconnaître dans ton discours, dans ton parcours. J'espère. Honnêtement, si vraiment il y a un message à retenir, je pense qu'on a un peu parcouru le métier, notre façon de faire. On a expliqué certaines choses qui peuvent être inaudibles ou mal interprétées de l'extérieur. Et je te remercie d'avoir mis le doigt sur certains aspects parce que c'est important de le faire de temps en temps. Et moi, clairement, c'est-à-dire aujourd'hui, les fonds sont là, il faut juste avoir le bon dossier et puis penser au private equity comme source de financement. Voilà, donc prenez des risques. Voilà, oui, c'est notre message. Il faut en prendre. Très bien. Merci beaucoup, Dounia. Merci à toi. Merci, à très bientôt. Et à vous tous qui nous écoutez, merci d'être restés jusque-là. Continuez de soutenir, d'écouter des podcasts et d'écouter Génération Kairos. N'oubliez pas de liker cet épisode. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil au travail que tu fais, parce que c'est un moyen de communication aujourd'hui qui est génial, parce qu'on se laisse porter, et je pense qu'on a même fait l'exercice. On peut parler d'une chose et être... On aurait pu faire 3 heures. Oui, on aurait pu faire 3 heures, et j'espère que de ce que j'ai entendu, tes podcasts sont des choses qui se laissent écouter et on se laisse porter par ce nouveau mode de communication. Et tu as innové également parce que c'est quelque chose qui n'existe pas forcément beaucoup au Maroc. Et je voulais te féliciter pour ce que tu fais également. Merci beaucoup. C'est toute bienveillance et franchement bienvenue. Et donc, encore une fois, j'ai rien inventé. Le podcast existe par ailleurs. C'était adapté. C'est ça, on en parle encore. Mais ça a résonné et comme on disait, tout entrepreneur part d'un besoin personnel. Enfin, ce serait d'ailleurs intéressant de voir les entrepreneurs qui sont passés chez toi, chez vous, combien étaient porteurs de problématiques
personnelles. Mais généralement, les idées viennent de ce genre de choses. Hein. Voilà. Généralement, c'est des problématiques personnelles auxquelles on a été confronté. Et puis, ou alors, j'ai vu une opportunité de commerce en ligne. Bon, il y a certainement un dosage entre les deux. Après, mais c'est une question d'équilibre. Non, mais tu le fais très bien. Merci. Bravo à toi. Merci beaucoup. Et donc, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker cet épisode et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. Avant de nous quitter, si vous l'avez aimé, vous pouvez vraiment m'aider à le faire connaître avec 3 actions simples à faire en urgence. D'abord, le liker, le partager et laisser un message sur les pages Facebook et LinkedIn. Ensuite, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast, que ce soit Apple, Google, Spotify ou Deezer. Si vous êtes sur Apple Podcast, allez-y et notez le podcast, si possible, 5 petites étoiles et laissez un gentil commentaire. Continuez à en parler aussi autour de vous, cela m'aidera énormément. L'habillage musical du podcast est Tixon et s'appelle New Day. Restez à l'écoute des opportunités, restez à l'écoute de Génération Kairos. Ciao!